Où en est le Paris Saint-Germain? Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons faire un gros point sur le club de la capitale française. Évidemment c'est à l'occasion de l'avant-match face à Tottenham, mais si vous regardez cette vidéo après la rencontre face au club anglais, c'est pas grave du tout parce que finalement c'est plus un prétexte pour faire un bilan depuis le début de saison qu'une véritable vidéo d'analyse d'avant-match. Alors dans cette vidéo, on va commencer dans la première partie et celle qui devrait constituer au bas mot 80% de la vidéo à faire un point sur tout ce qui se passe du côté du Paris Saint-Germain. J'ai noté plein de sujets en fait, j'ai les joueurs en forme, j'ai les joueurs en méforme, j'ai la réussite statistique cette saison, le point sur la concurrence dans le championnat français, les contraintes qui vont attendre le Paris Saint-Germain, les limites de la rotation de Luis Enrique, une interrogation sur Ousmane Dembélé, bref, comme vous le voyez, ça va être riche. Et puis après, on parlera de Tottenham, concrètement, dans quelle forme est le club anglais, est-ce que c'est un adversaire que doit redouter ou non le Paris Saint-Germain? Et en transition toute logique, eh bien, il y aura une partie sponsorisée par Winamax où je vous donnerai mon petit pronostic pour la rencontre. En attendant, je vous montre les cotes et là où les parieurs vont avec les pronostics les plus posés. Et comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, le code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription, ça vous donne 10 € en free bet et en plus Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Donc le gros point sur le Paris Saint-Germain, la vidéo qui risque de prendre un petit peu de temps, c'est maintenant. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Statistiquement, la saison du Paris Saint-Germain, elle se déroule plutôt bien. Il suffit de regarder le classement de Ligue 1 pour s'en rendre compte. T'es évidemment leader et t'as pas creusé l'écart. Mais est-ce que c'est grave de pas creuser l'écart? T'as un rythme moyen de 2,31 points par match et l'année dernière, c'était 2,47. Donc bien évidemment, ce Paris Saint-Germain est un petit peu moins impressionnant et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'habituel matelas de sécurité que connaissent les Parisiens. Mais pour autant, avec cette moyenne de points par match, le Paris Saint-Germain aurait déjà été champion l'année dernière, donc c'est pour vous dire que c'est pas alarmant et c'est pas parce que la Ligue 1 est dans un contexte un peu plus ouvert, peut-être perçu comme un peu moins concurrentiel cette saison que Paris est premier. Non, ils auraient été premiers même la saison passée. Donc finalement la rotation de Luis Enrique, elle se passe plutôt bien, t'es dans une première position qui est méritée et finalement on parle souvent de la Ligue 1 comme étant un désavantage pour le Paris Saint-Germain parce que c'est un championnat qui te prépare pas forcément au choc de Ligue des Champions, mais ici j'y vois quand même quelque chose de cool. Tu sais que l'effectif parisien a été complètement rincé par la saison passée, tu sais que tu as des gros sujets d'infirmerie, tu sais que si t'as pas envie d'aggraver la donne, il faut mettre en place un petit peu de rotation. Je suis pas sûr que cette rotation, tu aurais pu te la permettre si t'étais du côté du championnat anglais. Alors t'en aurais peut-être été contraint, mais ça aurait fait qu'encore plus de joueurs auraient eu leur physique qui les aurait lâchés, et aujourd'hui le Paris Saint-Germain peut se permettre ça, mais aussi de mettre en avant des jeunes joueurs. On sait que Luis Campos s'est exprimé hier à l'occasion des 50 ans du centre de formation du Paris Saint-Germain. Il met en avant le fait qu'il ait envie de pousser la formation, de plus poser des gros montants de transfert. On peut dire que pour ça, le Paris Saint-Germain, au moins, il a un championnat où, quand tu as de la rotation, tu peux faire jouer des jeunes. Et d'ailleurs, en bleu, vous le voyez, ce sont les jeunes du centre de formation qui ont eu du temps de jeu cette saison. Si tu étais en première ligue, Mayoulou, Mbaye, Jantou, je suis pas sûr qu'ils auraient pu avoir autant de temps de jeu. Du côté de la Ligue des Champions, c'est pareil, le Paris Saint-Germain est dans une position qui est plutôt bonne, je dirais pas confortable cette fois-ci, parce qu'il faut faire attention, tout peut aller relativement vite dans cette phase de ligue. Alors pas pour la sortie des places qualificatives. Le Paris Saint-Germain, ils ont 9 points, ils ont 3 victoires en 4 matchs. La sortie du top 24, c'est à 4 points. T'en as 5 d'avance, ça va. Mais par contre, le top 8, qui veut dire qualification directe sans passer par la phase de barrage et avantage par la suite pour les questions de match retour, match aller à domicile ou non, finalement, là, tu peux très vite voir ça s'échapper. La phase de ligue est encore relativement longue, donc c'est à la fin du bal qu'on va payer les musiciens, mais le Paris Saint-Germain se retrouve ici face à un enjeu comptable. C'est peut-être le seul, parce que du côté de la Ligue 1, même si les adversaires sont relativement proches, j'estime que
il n'y a pas trop de risques que le titre échappe à Paris parce que l'Olympique de Marseille, parce que le RC Lens, parce que tous les autres clubs derrière ont également leurs petits soucis à régler et c'est pas aussi simple que oh le Paris Saint-Germain a des blessés, ils sont obligés de faire tourner mais tout va au mieux dans le meilleur des mondes pour les autres équipes. En plus, pour revenir à la Ligue des Champions, ta défaite, tu l'as concédée face au Bayern Munich. Je vous en avais parlé dans ma vidéo d'avant-match. Pour moi, perdre face au Bayern, ça n'a rien de déshonorant. C'est une des formations que je trouve les plus impressionnantes du côté de l'Europe. Donc franchement, on peut dire que jusqu'à présent, le Paris Saint-Germain fait le taf. Au niveau de la gestion de l'infirmerie, Hakimi a fini par craquer. Ça devait bel et bien arriver à un moment. Mais là, en plus, c'était sur une question de contact. Donc on peut dire que c'est un peu la faute à pas de chance, t'as toujours Désiré Doué, mais finalement tu sens que la rotation, ça va être une contrainte sur la saison, t'as plein de joueurs qui sont sur le fil, mais ça t'a pas non plus mis dans la panade jusqu'à présent. Moi, ma grosse interrogation, c'est quel Ousmane Dembélé on va voir cette saison. Ousmane Dembélé, il a remporté un ballon d'or, il était sur le toit du football européen et même du football mondial, mais alors cette saison, on est quasiment à la moitié de saison, j'exagère un peu en disant ça, mais on n'est pas si loin, et pour le moment, j'ai l'impression qu'on a vu que le fantôme d'Ousmane Dembélé. Si on regarde son temps de jeu, alors oui, il était présent au cours du mois d'août, finalement c'était dans le prolongement de la saison précédente, mais derrière, des absences ou des bouts de match. Alors l'avantage qu'a Ousmane Dembélé, et c'est vraiment à mettre à son crédit, c'est que même quand il faisait son retour de blessure, je trouvais qu'il avait une capacité à être immédiatement opérationnel, immédiatement dangereux au cours des rencontres, et franchement, ça nous rappelle l'immense qualité du joueur. Mais avec ses soucis physiques à répétition, avec le fait, il faut bien l'avouer, qu'au début de l'année 2025, il marchait sur l'eau, c'est dur de se dire qu'il va être capable de reproduire ça durant toute une saison. Déjà, toute une saison, c'est mort, parce qu'il a un peu loupé la première partie de saison, mais pour le reste de la saison, moi, je suis pas ultra optimiste sur le fait qu'on arrive à voir la version prime d'Ousmane Dembélé sur la durée. Il faut pas faire de sa meilleure période de carrière, qui a duré 6 mois, la norme qu'on est en droit d'attendre pour chaque match d'Ousmane Dembélé. Une fois qu'on a dit ça, Ousmane Dembélé, il va faire son retour sur les terrains, il est dans le groupe, je pense quand même que c'est un atout absolument phénoménal. Parce qu'en fait, il y a deux choses avec Dembélé. Un, il y a la qualité intrinsèque du joueur, et je pense même que là, il a un atout, quand bien même il serait à 80%. En fait, le Ousmane Dembélé qu'on a vu durant sa période prime, c'était tellement un joueur exceptionnel que moi, j'ai pas forcément l'exigence que Dembélé soit toujours là. Même s'il est en dessous, ça restera un excellent joueur. Alors, il a eu des périodes où c'était clairement moins ça du côté du Paris Saint-Germain, mais déjà, il y avait toujours des choses intéressantes, quoi qu'on en dise, même s'il pouvait être incroyablement rageant et que j'ai déjà pété un câble devant un ou deux de ces matchs, mais surtout, tu as eu une évolution du dispositif tactique qui fait qu'en fait, tu mets Ousmane Dembélé dans des conditions où, même quand il est dans de moins bons jours, il arrive quand même à faire des matchs qui sont relativement aboutis. Et en fait, je me dis qu'Ousmane Dembélé, il va falloir s'habituer au fait que ça va peut-être redevenir un très bon joueur, mais peut-être pas le ballon d'or chaque année. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain arrive à survivre sans lui, et c'est peut-être ça la plus grande réussite en fait. Quand je me demande où en est le Paris Saint-Germain, quand je fais le bilan du début de saison, je me dis que tu as eu des absents, dont Dembélé, qui est quand même un joueur qui est vraiment la pierre angulaire de ton ADN, et tu arrives quand même à pratiquer le même football. Tantôt tu mets Kang In Lee, tantôt tu mets Mayulu, mais même si ces deux joueurs sont très différents de Dembélé, t'arrives à essayer de reproduire un petit peu cette philosophie de football de Luis Enrique qui fonctionne incroyablement bien, avec du danger qui est omniprésent. Le PSG est une équipe qui a beaucoup de buteurs, ça se concentre pas seulement sur un homme, mais finalement t'arrives à impliquer toute l'équipe là-dedans, t'arrives même à avoir une intensité au pressing qui est toujours présente. Alors évidemment t'as des matchs où tu sens que tes joueurs sont un peu plus à l'économie, mais t'arrives à te mobiliser quand il faut, et ça, après le marathon de matchs qu'a connu le Paris Saint-Germain, après les soucis physiques, après les retours d'infirmerie pour certains joueurs qui sont présents, mais où le sujet physique reste un peu un sujet de tension, j'étais pas persuadé que Paris allait réussir à faire ça. Ils le font très bien, et là-dessus, j'ai envie d'applaudir à deux mains. Et franchement, il y a un exemple qui est assez parlant, c'est le cas de Vitinha. Alors Vitinha, je suis curieux de voir jusqu'à quand ça va tenir, parce qu'en termes de temps de jeu, c'est un des Parisiens qui est extrêmement utilisé depuis le début de saison, mais j'aime bien comment Vitinha gère ses matchs. Si on prend par exemple la dernière rencontre du Paris Saint-Germain face au Havre, je pense pas manquer de respect à Vitinha en disant qu'il jouait un petit peu avec le frein à main. C'est clairement pas sa plus grande rencontre. Franchement, par rapport au niveau
auquel on est en droit d'attendre Vitinha, ce match il était clairement en dessous. Mais par contre, t'avais quand même un Vitinha qui était garant de l'ADN du Paris Saint-Germain, qui a fait sa rencontre et qui a l'air d'un joueur plutôt intelligent qui sait bien gérer ses efforts et franchement j'ai apprécié ça parce que l'intelligence d'un joueur, on a souvent tendance à en parler pour le QI football par exemple, sur sa capacité à avoir une vista au cours des rencontres, mais un joueur intelligent c'est également un joueur qui à l'échelle d'une saison est capable de se rendre compte quand il faut lever un peu le pied, parce que franchement t'as une telle multiplication des matchs aujourd'hui qu'aucun joueur peut être à 100% durant toutes les rencontres. Alors évidemment parfois tu vas avoir des discours où les joueurs vont te dire non, il n'y a aucun match facile, il faut respecter l'adversaire, il faut toujours y aller à fond. Quand on dit que le fait d'avoir trop de matchs dans le calendrier, c'est également préjudiciable pour le spectateur, ça veut dire que petit 1, quand vous irez voir des matchs, parfois, il y aura le banc et pas les titulaires, et généralement, quand on paie le prix cher pour aller au stade, on préfère voir les titulaires, et petit 2, même quand t'as les titulaires, parfois, oui, il y a des rencontres où tu lèves un petit peu le pied. Je trouve que Vitinha a le bon timing pour faire ça, sent bien les matchs pour lever le pied, et j'ai juste envie de dire chapeau l'artiste là-dessus. Alors du côté du grand loto, quels sont les joueurs en forme et les joueurs en méforme du côté du Paris Saint-Germain? On va commencer avec les bons élèves, les joueurs du PSG qui sont en forme. J'ai envie de commencer avec Zahir Emery. Zahir Emery, c'est hyper important pour moi de saluer sa forme du moment parce qu'il y a deux choses déterminantes à analyser par rapport à ça. La première, c'est le fait qu'il revient de loin parce que Zahir Emery, la saison passée, il s'est retrouvé à être blessé. Entre-temps, il y a le milieu qui s'est constitué avec Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, le meilleur milieu d'Europe à ce moment-là. Donc inutile de dire que c'était extrêmement compliqué de retrouver ta place. Et tu as eu une sorte de cercle vicieux qui s'est enclenché pour Zahir Emery avec un joueur qui a été porté très haut, très vite, et qui derrière s'est retrouvé à ne plus avoir sa place, et à chaque fois qu'il grattait des minutes de jeu, tu te rendais compte qu'il était un peu en dessous des attentes. Il y avait évidemment le fait de retrouver cette pleine possession de moyens physiques, mais je pense aussi que la concurrence, le nouveau statut, les attentes vis-à-vis de son salaire qui aujourd'hui est très important, c'est des choses qui demandent à être digérées. Donc c'était pas évident que Zahir Emery revienne au top, et en plus avec la blessure d'Hakimi, on le voit plus que jamais dans ce simili-poste de latéral droit. Je dis simili-poste parce que finalement, dans l'animation du Paris Saint-Germain, on peut pas qualifier Zahir Emery de latéral droit comme on va voir des latéraux dans certaines équipes un petit peu plus classiques. Donc tout ça pour vous dire que Zahir Emery, c'était pas écrit d'avance le fait qu'il allait être bon. Et moi, depuis la Coupe du Monde des clubs, je ne cesse de dire... Tiens, d'abord, Zahir Emery, physiquement, j'ai l'impression qu'il retrouve ses moyens. Tiens, Zahir Emery, quand il était aligné avec des équipes B, pour pas dire C à certains moments, il était capable de prendre ses responsabilités. Tiens, Zahir Emery, même quand il est avec les titulaires, il fait pas forcément tâche. Et en fait, je trouve qu'on a affaire à un joueur qui montre qu'il est plus qu'une solution de bricolage en tant que doublure d'Hakimi. C'est vraiment un élément intéressant là-dessus, et surtout, il est en train de reprendre de la confiance. J'étais pas d'accord avec ceux qui disaient que le maître latéral droit c'était brouiller ses repères. Je peux entendre parfaitement cet argument pour 1 million de joueurs dans 1 million d'équipes, mais du côté du Paris Saint-Germain, t'as des demandes de Luis Enrique qui sont tellement davantage dépendantes de comment il perçoit ton profil et l'animation que de ton pur poste sur le papier, que je trouvais que c'était se tromper de débat pour Zahir Emery. Je trouve qu'il montre bien, parce qu'aujourd'hui il a repris de la confiance, il a repris du temps de jeu, au milieu de terrain certes, mais tu le vois également au poste de latéral droit, et c'est un très jeune joueur, Zahir Emery, il faut le rappeler, mais qui aujourd'hui revient dans une bonne dynamique, reprend du temps de jeu, reprend de la confiance, reprend de la forme. Et donc s'il y a une des grandes satisfactions depuis le début de saison, je dirais clairement que il est à citer. Franchement, moi je suis hyper content parce qu'il faut pas oublier, et là je suis désolé, je vais être un peu chauvin, mais que c'est également un joueur français. Et pour l'équipe de France, moi me dire qu'un Zahir Emery se développe bien, je me dis que c'est quand même pas anodin. Parce que le milieu de terrain, c'est pas non plus le secteur de jeu où on a le plus de certitude sur le fait d'avoir 1 milliard de cracks pour les 10 années à venir. Donc franchement, si Zahir Emery peut être dans ces fameux cracks, moi je signe tous les jours. J'ai également envie de parler de Kang In Lee. Parce que Kang In Lee, il est un peu passé par différents statuts. C'est un joueur qui avait la carte auprès de Luis Enrique. Toute la première partie de la saison précédente, il a énormément joué. Sa polyvalence a été très utile pour lui. Il a montré des choses intéressantes. Il a eu une deuxième partie de saison qui était bien plus complexe. Et en fait, c'est un joueur qui a une qualité technique qui est certaine, qui a une vision du foot qui est certaine également, mais qui parfois avait tendance à sortir ses matchs...
Ces matchs yaourt nature, ces matchs au plat, ces matchs... je vais me faire un repas, ça fait le taf, mais je peux pas vraiment dire que je me suis régalé. Du côté du Paris Saint-Germain, c'était évidemment insuffisant, mais je trouve que depuis quelque temps, il ressort des matchs à la hauteur des attentes et c'est toujours un peu compliqué d'évaluer les matchs de Kang In Lee parce que finalement, je considère qu'il rentre dans cette fameuse catégorie des joueurs en entraîneur. Et pas n'importe quel entraîneur parce que les exigences de Luis Enrique sont pas exactement les mêmes que celles d'autres entraîneurs. Je dis pas ça en mode Luis Enrique c'est un génie, il est incompris, les autres entraîneurs sont à la ramasse. Non, non, c'est même pas médioratif ou péjoratif quand je dis ça. C'est juste qu'il faut vraiment comprendre qu'être capable d'assimiler les consignes tactiques de Luis Enrique, c'est pas la même chose qu'être capable d'assimiler celles d'entraîneurs avec des systèmes peut-être un peu plus classiques et rigides. En tout cas, Kang In Lee comprend très bien ce que Luis Enrique lui demande. Il n'a pas forcément de la réussite tout le temps, mais je trouve qu'au cours des dernières rencontres, il est plutôt bon. Je trouve qu'il offre avec Mayulu une solution plutôt intéressante quand Ousmane Dembélé n'est pas là. Et ça, c'est quand même bien pour le PSG, parce que Kang In Lee, je vais pas refaire tout le discours autour de « Ah, c'est un joueur qui vend des maillots, il est important pour le marché asiatique ». Je laisse les experts en marketing s'exprimer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est le terrain. Et je me dis que c'est un jeune joueur. Je me dis que c'est un joueur qui a une grande polyvalence, qui peut comprendre les consignes tactiques de Luis Enrique, qui est déjà dans le groupe du Paris Saint-Germain. Et en fait, avoir un joueur de ce profil qui est un peu ton 12e, 13e, voire 14e homme parfois selon la concurrence, c'est jamais simple pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est jamais simple de faire venir une recrue qui derrière apprend ses préceptes de jeu, est capable de faire ses preuves dans des conditions qui sont pas évidentes, parce que t'as pas toujours beaucoup de temps de jeu, parce que tu joues pas toujours avec les titulaires, parce que le peu de temps de jeu que t'as, bah tu peux facilement te foirer, parce que t'as pas forcément autant d'automatisme que les autres joueurs. Donc franchement, si Kang In Lee arrive à se remettre dans le bon sens, c'est vachement cool. Et puis le dernier joueur en forme que j'ai envie de citer, c'est João Neves. Alors pour le coup, c'est une dynamique très différente de Kang In Lee et de Zaïre Emery qui ont eu des difficultés dernièrement. João Neves, c'est un joueur à qui tout réussit depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. N'ayons pas peur des mots, il s'est immédiatement imposé comme un joueur chouchou. Il est jeune, il est hyper prometteur, il a une débauche d'énergie sur le terrain qui fait que tu peux avoir que de la sympathie pour lui. Et en plus, maintenant, il se met à marquer un nombre absurde de buts. Il avait déjà été vraiment remarqué la saison passée par sa capacité à délivrer beaucoup de passes décisives. Aujourd'hui, c'est du but qui est pas évident. Il suffit de regarder la comparaison entre ses buts attendus et ses buts réels. Tu te rends compte que bon, il y a une petite anomalie statistique, mais ça fait que João Neves aujourd'hui, waouh! Quand je regarde le marché des transferts, les milieux de terrain qui sont valorisés comme João Neves, qui ont son âge, qui ont autant d'avenir, en fait, il y a un truc tout con. C'est que demain, imagine, tu perds João Neves. Il se blesse, il se fait les croisés, par exemple. Tu sais que tu l'auras plus pendant 8 mois. Admettons, t'as budget illimité. Tu veux recruter un remplaçant à João Neves. Ben même si t'as budget illimité, en fait, un remplaçant à João Neves, un mec avec une qualité équivalente, c'est juste impossible à avoir. Parce que ce sont pas des joueurs qui bougeront de leur club. Et je considère qu'en fait, avec João Neves, le Paris Saint-Germain a réussi à acquérir ce genre de joueur extrêmement rare. C'est la catégorie des joueurs où, si tu loupes le wagon, c'est foutu. Je vous prends un exemple, un mec comme Pedri, tu sais que désormais il bougera pas du côté du FC Barcelone, sauf catastrophe du côté du Barça. Tu prends un mec comme Haaland, tu sais qu'il bougera pas du côté de Manchester City. En fait, c'est des joueurs où si t'arrives pas à les choper, ils vont dans un gros club et le gros club est très conscient de sa valeur, il verrouille et puis c'est foutu. Ben João Neves, c'est ça pour le Paris Saint-Germain, sauf que João Neves, il est hyper jeune, donc franchement, ça laisse présager de superbes années pour Paris. Je suis hyper content pour eux et c'est un très gros coup, faut vraiment le dire. Parce que Vitinha, João Neves, c'est quand même une doublette où je sais pas si le Portugal doit dire merci au Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain doit dire merci au Portugal. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce qu'en fait, le Portugal va profiter du fait que ce sont deux joueurs qui grandissent très bien au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain doit remercier le Portugal d'être quand même un pays qui sort des talents absolument phénoménaux. Mais franchement, les deux, là, c'est juste fabuleux. Donc ça, c'est ce qui va très bien du côté du Paris Saint-Germain. Mais il y a également des choses qui vont un peu moins bien, malheureusement. On va parler de deux joueurs que j'ai pas mal défendus du côté du PSG, mais en ce moment, c'est trop, j'ai une overdose, je ne les supporte plus. Je vous parle de Beraldo et de Gonçalo Ramos. Je trouve que le match face au Havre était assez représentatif de ce que je peux leur reprocher.
On a eu Gonzalo Ramos et on a eu Beraldo qui étaient titulaires, comme vous le voyez, et en fait les deux, ce sont deux dossiers totalement différents, mais ô combien exaspérants. Je vais prendre Beraldo. Beraldo, moi j'ai une sympathie pour lui parce qu'il parle mon football. Moi, tu mets un défenseur central brésilien qui a une qualité technique hors du commun, qui est très fiable techniquement, qui a un jeu de passe fabuleux, qui a une bonne vista, qui a un ami du ballon. Je me dis, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de le défendre, j'ai envie d'y croire. Et Beraldo, c'est ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un mec qui pourrait jouer milieu de terrain sans que ce soit choquant. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'est pas milieu de terrain, il est défenseur central, et qu'un défenseur central, on demande de la fiabilité. J'ai longtemps défendu le fait que c'était un jeune joueur, et c'est encore vrai aujourd'hui, il peut progresser dans ce secteur. Et franchement, je vais pas tirer un point définitif sur un mec de 22 ans, ce serait complètement ridicule, et ça se trouve, Beraldo deviendra un formidable défenseur. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que c'est un mec qui a quand même 70 matchs du côté du Paris Saint-Germain, qui a justement fêté ses 22 ans, donc il n'est plus si jeune que ça, il commence à avoir un petit peu d'expérience. Et autant je lui vois toujours les mêmes qualités phénoménales lorsqu'il a le ballon au pied, autant je lui vois toujours des problèmes parfois de concentration, parfois de lecture des situations défensives, parfois je me dis qu'il salit pas assez le short, parfois je me dis qu'au contraire il a vraiment mal jaugé une situation et qu'il se met à terre alors qu'il devrait pas. Bref, en fait j'ai l'impression que c'est un joueur qui stagne sur l'aspect défensif, et du côté du Paris Saint-Germain, si ça pouvait sembler être une excellente solution de banc, bah je me dis de plus en plus que c'est quand même un petit peu limite, et surtout que la trajectoire me laisse pas à penser que ça va se résoudre comme par magie. Et Gonzalo Ramos, quant à lui, il me fatigue parce que Gonzalo Ramos, c'est vraiment monsieur statistique sur le papier. Si vous regardez sa saison, alors ok, le nombre de matchs fait que tu dis il a beaucoup de matchs pour pas beaucoup de buts, mais en termes de temps de jeu, c'est 5 buts pour 8,5 matchs, c'est ok. Gonzalo Ramos est un excellent entrant. Là-dessus, j'ai strictement rien à lui reprocher. Mais alors Gonzalo Ramos, il est censé faire le taf lorsqu'il est titulaire, et c'est là où le bas blesse. Il faut quand même voir à quel niveau on met les exigences. Gonzalo Ramos, c'est un mec qui est amené à avoir un avenir avec le Portugal, normalement, parce que Cristiano Ronaldo ne sera pas éternel, et si Gonzalo Ramos confirme le bien qu'on voyait en lui il y a de ça pas si longtemps, eh bien, un poste de titulaire serait pas délirant. Du côté du Paris Saint-Germain, tu as recruté pour 65 millions d'euros. C'est quand même pas un montant anodin, là aussi, parce qu'il a été recruté en provenance du Portugal, que généralement c'est des joueurs qui n'ont pas encore confirmé dans un très gros championnat. Je dis pas que ça veut dire qu'ils sont pas fiables, mais ça veut quand même dire que t'as pas le tarif d'un mec qui a éclos en première ligue. Donc Gonzalo Ramos, c'était cher pour Paris, et aujourd'hui, bah c'est toujours le même constat. C'est un super entrant, mais dès qu'il est titularisé, il a aucun automatisme avec les autres joueurs. Il comprend pas le football de Luis Enrique, et en fait, t'as l'impression qu'il est toujours à contre-temps. Quand il faut temporiser, il va tenter la passe. Quand il faut tenter la passe, il va garder le ballon dans les pieds. Tu peux ajouter à ça des erreurs techniques, ce qui fait que c'est un formidable mec en termes de sens du but. Mais j'ai l'impression que petit 1, il est vraiment pas adapté aux besoins de Luis Enrique et au Paris Saint-Germain. Ça, vous allez me dire, c'est pas la news du siècle. Et petit 2, bah limite le mec est dans une situation de confort au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que il est pas si dur que ça à gérer sur le banc, ce qui est plutôt bien en théorie, vu qu'aujourd'hui il est de facto un remplaçant, mais où il force pas son talent, et j'ai l'impression que ses axes de progression sont pas forcément des choses qui l'obsèdent la nuit. Alors je fais un procès d'intention, j'en sais rien, ça se trouve Gonzalo Ramos c'est le plus grand des professionnels, il reste 4 heures supplémentaires tous les jours à l'entraînement pour travailler sa première touche et compagnie. Non mais par contre ça marche pas. Par contre à chaque fois qu'il est titulaire, Gonzalo Ramos c'est la même chose. Limite j'ai envie de mettre le mec qui s'occupe de la pelouse du Paris Saint-Germain en tant que titulaire, parce qu'il fera un match de merde, c'est pas un footballeur, mais de toute façon Gonzalo Ramos en tant que titulaire il aurait fait un mauvais match aussi, mais si c'est le jardinier qui est titulaire, Gonzalo Ramos il pourra rentrer pour 20 minutes à la fin, et là il sera enfin bon. Alors que si je le mets titulaire, je suis même pas sûr qu'il ait 20 bonnes minutes. C'est pas aussi simple que ça. Évidemment, on a le même joueur quand il entre ou quand il est titulaire, mais on voit beaucoup plus ses limites quand, durant 90 minutes, bah, t'as besoin de faire reposer une micro-partie de ton animation sur lui, parce qu'en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que
On prend un joueur comme Ousmane Dembélé, il a des qualités, il a des défauts, le Paris Saint-Germain s'est un petit peu adapté à lui, a un petit peu adapté sa manière de fonctionner quand Dembélé est faux numéro 9, et du coup ça permet de camoufler un peu ses lacunes pour le sublimer. On avait la même chose avec Donnarumma, où il n'était pas responsabilisé jeu au pied, comme ce que Luis Enrique pourrait responsabiliser d'autres gardiens, Chevalier compris. Gonzalo Ramos, on a tendance à moins le voir, mais t'as pas les mêmes circuits quand tu pars avec Gonzalo Ramos titulaire que quand c'est Mayoulou, que quand c'est Kangin, que quand c'est Ousmane Dembélé. Mais ce côté adaptation aux qualités et aux défauts de Gonzalo Ramos, tu t'en rends même pas compte et ça ne fonctionne même pas en tant que cache-misère. Donc aujourd'hui, moi je suis un peu fatigué de voir la situation du buteur portugais et je vous parlais de Beraldo, où j'avais l'impression que l'aspect défensif ne progressait pas, mais en fait, pour Gonzalo Ramos, je commence à perdre espoir du fait qu'il soit un jour un peu plus qu'un super sub, parce qu'il manque vraiment pas grand-chose qui donne de la confiance. Donc en fait, globalement, le Paris Saint-Germain, ça vaut quoi? Franchement, en l'absence de certains joueurs titulaires comme Désiré Doué, comme Ousmane Dembélé, même si Dembélé va faire son retour, je trouve quand même que c'est une équipe qui peut particulièrement bien jouer. Ils sont capables de faire des matchs à l'économie, même lorsque ce sont les titulaires qui sont présents, mais finalement, quand t'as ton armada qui est en place, même de façon partielle, quand tu mets ton costume des grands matchs, ça reste une équipe qui déploie la même intensité, ça reste une équipe qui reste toujours aussi chiante pour les adversaires, parce que t'as énormément de permutations, t'as énormément de buteurs potentiels, t'as toujours ta charnière centrale qui est d'une solidité impressionnante et Zahir Emery dépanne bien en remplaçant d'Hakimi, même si Hakimi est un mec irremplaçable au sens littéral du terme, et Nuno Mendes est un gros facteur de danger. Donc le Paris Saint-Germain reste une très très grosse équipe, moi j'ai toute confiance pour eux. Et qu'est-ce qu'ils vont affronter? Ils vont affronter un Tottenham qui se retrouve dans une saison assez particulière. Si on regarde le classement de Première Ligue, les Spurs sont 9e. C'était un peu mieux auparavant, mais j'ai du mal à juger un positionnement dans la Première Ligue actuellement, parce que vous voyez les points. En fait, en une rencontre, tu peux littéralement gagner 5 places si les étoiles s'alignent. Donc on va quand même pas dire, 9e c'est bien, mais 6e serait mieux. Ça peut changer en littéralement une journée de Première Ligue. Par contre, il y a des choses qu'on voit avec Thomas Frank qui a débarqué sur le banc. Thomas Frank qui est un entraîneur qui a plutôt une bonne réputation du côté de l'Angleterre. Il n'est pas très connu en France, mais faut s'en rendre compte dans l'Hexagone. Il y a des chantiers qui ont été mis en place. Je trouve qu'en termes de pressing, des fois, tu vois des choses intéressantes. Je trouve qu'en termes de tentative de changement de système, ça fonctionne plutôt bien d'un match à l'autre. Et surtout, tu as une implication des joueurs qui est au rendez-vous. Et ça, c'est peut-être le gros challenge pour Thomas Frank. Lui qui aime parfois un petit peu changer les choses, qui est un entraîneur qui est réputé pour être un coach de coups. Mais forcément, si tu veux faire des coups, il faut un peu d'adaptabilité tactique. Et c'est pas toujours simple d'embarquer ton groupe là-dedans. Mais en fait, pour moi, il y a un problème évident du côté de cette équipe des Spurs, qui d'ailleurs a subi un récent revers assez violent face aux rivaux d'Arsenal, c'est ton poste de numéro 9. Je vous montre l'équipe la plus alignée depuis le début de saison. Vous avez Kolo Muani, mais en fait, Kolo Muani, il a été intégré progressivement. Il a commencé le début de saison en étant blessé. T'as beaucoup eu Richarlison, mais qui n'a pas fait pleinement le taf, qui n'a pas toujours donné satisfaction. Et sinon, Dominique Solanke est blessé, évidemment, donc tu peux pas compter dessus. Et en fait, cette équipe manque cruellement d'un numéro 9 relativement fiable, ce que pourra peut-être devenir Kolo Muani en enchaînant un peu plus les matchs, mais le début de saison, c'est fait de blessures, d'intégration progressive, donc c'est pas simple. Parce qu'en fait, le reste de tes joueurs, ça me donne pas entière satisfaction, mais c'est en partie parce que tu manques d'un grand numéro 9. À gauche, tu as été recruté Xavi Simons, qui est aligné durant quasiment tous les matchs, j'exagère à peine en disant ça, et en fait, s'il n'est pas au rendez-vous en termes de passes décisives et surtout de buts par rapport à ses standards, ça reste un joueur qui arrive au cours des rencontres à faire des différences. Et c'est la même chose pour Kudus de l'autre côté, mais en fait, tu as des joueurs qui savent faire la différence, pour l'un qui repique pas mal dans l'axe, pour l'autre qui a une bonne qualité de centre, mais en fait dans les deux cas, t'as pas forcément un numéro 9 qui peut venir t'assister, qui peut venir transformer les occasions, et je trouve qu'en fait c'est une équipe qui a le potentiel à être dangereuse, mais qui manque peut-être d'un joueur qui arrive à s'imposer ici. Alors évidemment, t'es orphelin toujours d'un certain Son que t'as perdu il y a peu de temps. Évidemment, t'es orphelin d'un certain Harry Kane
que tu as perdu depuis déjà plus de temps, et c'est pas en fait le prêt de Kolo Muani qui pour le moment apporte la solution magique, peut-être que ça va le devenir avec le temps, c'est pas le recrutement de Mathys Tel, qui est encore un tout jeune joueur, qui t'apporte une évidence là-dessus, surtout que Tel il joue pas forcément purement numéro 9, donc sur le papier c'est une équipe qui est plutôt bien armée pour faire des coups, ce Tottenham, mais tu sens que c'est encore un petit peu en chantier. Mais moi la question que je me pose toujours dans ces cas-là, c'est combien de temps tu donnes au chef de chantier, parce que c'est bien beau de se dire ah, Kolo Muani, peut-être qu'une fois qu'il enchaînera les matchs, ça se passera un petit peu mieux, t'as quand même du potentiel, t'as quand même une capacité à faire des coups tactiques. Ouais, mais au bout d'un moment, je disais que Tottenham pouvait se retrouver très rapidement 5e, par exemple, au gré de résultats favorables. Mais ça peut aussi couler, et là t'as toujours interrogation, qu'est-ce que je fais? Et le premier fusible c'est toujours l'entraîneur, bien évidemment. Donc cette équipe de Tottenham, pour moi, ça peut aller taper quelques autres gros clubs, mais ils ont besoin d'un vrai gros numéro 9 qui arrive à s'imposer dans la durée, et pour le moment tu ne l'as pas encore, et c'est bête parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi un côté alignement des étoiles qui leur fait défaut. Donc mon pronostic pour le match face au Paris Saint-Germain. Alors partie sponsorisée par Winamax, je vous montre les codes de la rencontre avec le PSG immense favori qui a également la préférence des parieurs, les paris les plus posés. On a du but PSG au match nul, les deux équipes qui marquent, c'est un truc que je m'attendais pas forcément à voir ressortir, et João Neves. Les gens ont vraiment conscience qu'en ce moment il est en feu, et moi mon petit pronostic c'est PSG et PSG qui garde sa cage inviolée. Le combo des deux ça fait 2,15, ça vous permet de bien monter la cote de la victoire du PSG qui elle est à 1,30. Si vous avez envie de vous lancer, lors de votre inscription, le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet, et Winamax rembourse votre premier pari ici et perdant jusqu'à 100 €. Le lien en description, le code promo TMF10. Alors pourquoi PSG et cage inviolée? Peut-être que Chevalier va réussir à entrer dans un cycle de confiance, c'est pas impossible. Le numéro 9 qui est sacré et qui manque un peu du côté de Tottenham, c'est un truc qui m'incite pas forcément à croire en leur capacité à mettre beaucoup de buts. Alors après attention, hein, moi je me fais troller parce qu'à chaque fois Richarlison met des buts de zinzin alors que j'avais dit que c'était un joueur claqué à l'époque où il a signé à Tottenham. À tous les coups je vous dis que Tottenham va pas marquer et Richarlison va mettre un quintuplé. Il y a également la malédiction, mais elle est un peu passée celle-là, j'ai l'impression, des anciens du Paris Saint-Germain, donc méfiance autour de Kolo Muani. Mais en fait, ces problèmes de Tottenham, plus le fait que la charnière Marquinhos-Pacho fonctionne quand même relativement bien, plus le fait que le milieu de terrain me laisse en confiance quant à sa capacité à verrouiller le match, plus le fait que Zaïre Emery, c'est certes un moins bon latéral droit qu'Hakimi, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, mais c'est un mec qui t'apporte quand même des garanties en termes de volume, en termes de capacité à défendre. Je suis plutôt confiant sur ce Paris Saint-Germain et leur capacité à plier le match sans encaisser de but. Donc voilà, ça conclut cette grosse vidéo de prise de température du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.